L'idée vient du nord de l'Europe, Suède, Danemark, Pays-Bas, et peu à peu elle gagne le sud du continent européen, la France, l'Espagne ou encore l'Italie. Cette idée, c'est l'habitat groupé. Chacun a sa propre maison, mais partage certains espaces, certains équipements collectifs avec des personnes choisies. On peut ainsi concilier vie privée dans sa maison et vie à plusieurs dans un jardin commun ou une salle commune. L'habitat groupé permet à la fois de faire des économies et d'habiter dans un environnement plus convivial. En France, l'idée fait lentement son chemin. Laurent Berthaud a rencontré à Nanterre, tout près de Paris, 3 familles qui ont entamé le chantier de leur futur lieu de vie. Nous sommes chez Erika et Mathieu, mais aussi chez Flossie, Laurent, Anne, Guillaume. Guillaume Ledisez, l'initiateur de ce projet d'habitat groupé. Alors là, on est en plein chantier, Guillaume, ici. Voilà, ici, c'est le lieu où on sévit. Donc c'est un terrain de 800 mètres carrés qui se trouve dans le centre de Nanterre, sur lequel se trouvait une bâtisse en très mauvais état qui était un ancien bar et un ancien gymnase. Et à l'arrière, il y avait des petites maisons qui sont déjà cassées, qui étaient louées à des familles. Donc il y avait 5-6 familles qui habitaient à l'arrière et puis une vie assez foisonnante dans la bâtisse de devant. Vie qui s'est arrêtée il y a une trentaine d'années à la mort du propriétaire et s'est tombée en déshérence. Et c'est devenu une friche urbaine comme il n'y en a plus beaucoup. Et on a eu la possibilité de pouvoir acquérir le terrain, donc de trouver 2 autres familles prêtes à s'engager avec nous dans l'aventure d'un habitat groupé, on appelle ça un habitat groupé, en réhabilitant la bâtisse existante et en construisant 2 maisons avec une ambition environnementale poussée. Acheter ensemble, cela permet d'abord de faire chuter le prix du mètre carré. L'opération va coûter environ 400 000 € à chaque couple. Mais au départ, c'est bien l'idée de partager des moments de convivialité qui a incité Guillaume et Anna à rechercher 2 autres acheteurs. C'est pas un kibbutz, c'est pas un kolkhoz. Nous, dès le départ, ça nous semblait idiot d'avoir les lotissements où chacun tonce son bout de pelouse le dimanche. On a évidemment chacun nos maisons, donc on peut vivre en autarcie dans nos maisons si ça dégénère, mais il n'y a aucune chance. Pour se retrouver, le groupe disposera d'un jardin collectif de 350 mètres carrés avec son potager et d'une salle commune. L'idée n'étant pas seulement de mutualiser la tondeuse ou la perceuse. Il y a un souhait de rupture, il y a un souhait d'alternative. Nous, il y avait vraiment cette idée que quand on est à plusieurs, c'est mieux. C'est plus sympa, que pour les enfants c'est plus agréable, que l'entraide elle peut justement aller plus loin, elle peut même aller concerner des domaines de la vie quotidienne qui soient pas juste pratiques et logistiques, mais ça peut être faire des sorties au musée pour nos enfants à tour de rôle. Ça peut aussi nous permettre sur le plan écologique de faire des choses qu'il est plus difficile d'envisager seul. Par exemple, on réfléchit à n'avoir plus qu'une seule voiture principale par famille et avoir un véhicule électrique partagé qui sert pour tous les petits déplacements, faire les courses, emmener les enfants au sport. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à plusieurs. Ils ont tous la trentaine, des enfants, mais dans les 3 couples, il y a les franchement motivés et ceux qui, bien qu'impliqués, sont plus sur la réserve. Flossie a ainsi modéré les ardeurs de Guillaume, qui lui n'avait pas, par exemple, imaginé de jardin privatif dans son projet initial. Pour être très honnête, ce qui nous a séduit, nous, mon mari et moi, c'était d'abord de pouvoir habiter dans une maison écologique. Moi, je suis quelqu'un d'assez sauvage, en fait, de nature, et donc j'avais vraiment besoin d'être rassurée sur certains points. J'avais besoin d'être rassurée sur nos espaces intimes, privés. La maison, évidemment, c'est-à-dire que je ne voulais pas partager de buanderie ou de cuisine ou d'autre chose, mais aussi sur l'espace extérieur. C'est-à-dire que je voulais vraiment pouvoir me retrouver en famille, stricto sensu, pour déjeuner dehors, etc. Et pas être tout le temps avec le groupe. Prudente, Flossie n'en reste pas moins convaincue de l'intérêt de cette semi-collectivité. Je sais que ça va être compliqué aussi, à certains moments, mais j'y vois aussi tout ce qu'on a pu mutualiser, tout ce qu'on a pu gagner en temps, en richesse d'échange, etc. Je vois aussi que pour les enfants, c'est quelque chose de très important pour leur épanouissement, de sortir aussi du contexte familial et de découvrir d'autres façons de vivre, de découvrir d'autres enfants, de voir d'autres façons de gérer des conflits, d'inventer des choses, des jeux, etc. Et je pense qu'on est tous assez proches, en même temps très différents. Donc on a vraiment plein de choses à s'apporter. Pas facile en tout cas d'imaginer le mode d'emploi de la vie à plusieurs. Alors les futurs habitants de l'avenue de Rueil ont pris conseil auprès des rares pionniers de l'habitat groupé en France. On a rencontré des gens qui, dans les années 70, ont créé comme ça des habitats groupés
qui étaient plus dans l'esprit 68ard que nous, mais qui ont tous aujourd'hui une certaine nostalgie ou un certain bémol à émettre sur leur projet, avec le recul, mais parce qu'ils étaient beaucoup, c'est-à-dire c'est en général des habitats groupés plutôt à une dizaine de personnes, pas à 3 familles, et que en fait l'intention de départ s'est un peu diluée dans le temps, soit parce que les enfants ont grandi et qu'en fait ils avaient construit leur projet autour des enfants et pas autour aussi de leurs attentes d'adultes à eux. Voilà ce qu'on essaye d'éviter nous. Et cette aventure commune, les cohabitants veulent la faire partager au plus grand nombre, et d'abord sur leur blog 64.blogspirit.com. Et on l'a dit, Catherine, s'il s'exporte en France, c'est dans le nord de l'Europe que l'habitat groupé a vu le jour. D'abord à Copenhague, puis à Stockholm, où une maison collective datant des années 30 témoigne d'une expérience sociale lancée avec l'État-providence. À Stockholm, Benoît Derrier. La façade ocre de 6 étages au balcon incurvé ne détonne pas dans cette rue discrète de Stockholm. Elle est la partie visible d'un bâtiment pourtant remarquable. Édifiée en 1935, la maison collective de Markulius, du nom de son architecte, fut la première véritable expérience d'habitat collectif en Suède. Elle comportait une 60aine de petits appartements et disposait d'espaces communautaires comme une vaste cuisine centrale, une salle à manger, une buanderie et une crèche. Le service était assuré par une 20aine d'employés. L'idée était moins de créer une communauté harmonieuse que de rationaliser les tâches ménagères pour libérer les femmes et leur permettre de travailler au même titre que les hommes. Un principe d'égalité cher à la social-démocratie, incarné alors par la sociologue et femme politique Alva Myrdal, pionnière de l'État-providence suédois. Également ardente féministe, elle voyait dans ce projet une façon de rompre avec la vision traditionnaliste de la femme au foyer. Mais l'expérience a tourné court. Les appartements se sont révélés trop exigus pour des familles avec enfants, qui ont fini par les délaisser au profit de citadins célibataires. Le service domestique, quant à lui, a cessé dans les années 60. Le bâtiment est aujourd'hui classé et son rez-de-chaussée, où se trouvait la cuisine centrale, abrite maintenant une pâtisserie française réputée. D'autres expériences de cohabitat sont toujours menées en Suède, mais ce mode de vie reste marginal et concerne moins de 0,1% des logements. On trouve toutefois dans presque tous les immeubles d'habitation suédois une buanderie collective et une salle pour organiser des fêtes ou des réunions.